Bonjour, mais une première précaution que je tiens à avoir avec vous, c'est que le titre, je ne sais pas quel titre vous avez, a eu ma communication, mais elle a changé au cours des jours. Et de toute façon, j'y attachais pas beaucoup d'importance parce que j'étais résolu à ne pas participer à ce colloque. Alors, à l'heure actuelle, dans l'état de ce que j'ai préparé, ça s'appelle Écrit et dit à Marie. Et tout de suite, je tiens à préciser aux organisateurs du colloque qu'il m'est absolument impossible d'entrer dans le vif de leur problématique. Il m'est impossible de rentrer dans la problématique même du colloque, qui est les processus de rédaction et d'édition. Pour une raison évidente, c'est que les textes de Marie sont des documents primaires et qui ont été, à un moment donné, interrompus brutalement par la conquête de Marie par les troupes babyloniennes, enfin du moins c'est ce que l'on pense, et ce que l'on répète, et que la poutraison en flammes étant tombée sur les documents à un moment donné, eh bien, on a attendu 1934 pour pouvoir les lire à nouveau. Donc, ce sont des textes qui sont sans postérité et ils ont uniquement une valeur de jalon. C'est-à-dire qu'ils peuvent montrer ce que l'on faisait au Proche-Orient à un moment donné de l'histoire de ces contrées. On peut supposer qu'il se passait exactement la même chose dans d'autres civilisations, mais on ne peut que l'imaginer. Lorsque on avait fait pour la première fois, Thomas Romer et moi, un effort pour faire coïncider nos documentations, on avait demandé à Michael Guichard de faire une comparaison entre des documents primaires qui étaient les lettres envoyées au roi de Marie sur les agissements des Rabirous dans le nord de la Jésirée, et ça avait été comparé avec ce que l'on raconte de la jeunesse de David. Bon, alors vous voyez quel est le titre, David raté ou une histoire de Rabirou à l'époque amorite. Ça avait été publié dans OBO 250 qui s'intitule Le jeune héros. Mais il est bien évident qu'entre les lettres envoyées au roi de Marie et ce que la Bible nous raconte, eh bien, il y a 1 millénaire et demi. Et on peut imaginer que le jeune David, ce que l'on racontait de lui, a disparu et ne nous est plus attesté à l'heure actuelle que sous forme de chronique. Mais comment est-on passé des documents primaires à l'élaboration de ce que l'on peut considérer comme un roman ou comme une chronique romancée? Ça, c'est une question qui est en dehors de notre approche et que l'on ne peut qu'imaginer. Et c'est quelque chose qui relève naturellement de la littérature comparée. Alors, c'est pour ça qu'il m'est absolument impossible de vous parler des problèmes de l'élaboration du texte. Ce que je veux vous dire, c'est simplement quel rapport il peut y avoir entre l'oral et l'écrit dans les textes de Marie. Comment est-ce qu'on peut, d'une civilisation qui est quasiment tout entière sous le signe de l'oralité, arriver à concevoir la notion de texte. Ça, c'est quelque chose que l'on peut faire, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et naturellement, comme toujours, les antiquisants, les grands antiquisants, c'est-à-dire de la haute antiquité, comme les spécialistes de Marie, ne peuvent que admirer ce que les biblistes peuvent faire en essayant de remonter de leur texte aux documents qu'ils n'ont jamais eus et que sans doute ils n'auront jamais. Alors, à l'heure actuelle, les textes de Marie, on en a terminé l'inventaire, on les a quasiment tous lus et on sait en gros ce qu'il y a dedans. Et on constate immédiatement qu'il y a des choses qui manquent. Bien sûr, il y a des textes qui manquent à l'appel et on peut en supposer l'existence à un moment donné, mais on ne les a plus.
toute une série d'explications ont été données. Alors, la première, naturellement, c'est qu'il y a des textes qui ont disparu parce qu'ils ont été volés pendant les fouilles. Et on en a la preuve qu'il y en a quelques-uns comme cela. Ce sont tout particulièrement les textes qui ont été édités par notre collègue et ami Wilke, et qui a retrouvé en Allemagne une série de textes qui, manifestement, ont été pris pendant les fouilles. Il y en a d'autres qui se trouvent aussi en Amérique en ce moment. C'est un nombre extrêmement limité. Et nous sommes à peu près sûrs que la très grande majorité des textes ont été archivés par le fouilleur et sont présents. La deuxième chose, c'est que on pense que dans l'Antiquité, les gens de Marie ont détruit beaucoup de textes. Et vous en voyez un exemple là. C'est ce qu'on appelle une tablette recyclée. C'est l'explication que Dominique Charpin a multipliée, c'est qu'il a calculé, par exemple, que le roi devait manger au moins une fois par jour. Il a régné pendant 13 ans, il a multiplié les 13 années par le nombre des jours en disant ça devrait faire tant de repas du roi, qui ne sont plus là. Parce qu'on n'en a plus que 600 ou 700 à peu près. Et bien évidemment que le roi, pendant son règne, n'a pas mangé que 600 ou 700 fois. Il a mangé beaucoup plus que cela. C'est que l'argile était rare et qu'on se servait de l'argile, des vieilles tablettes, pour en faire des nouvelles. Alors, vous en avez sous les yeux un exemple d'une tablette recyclée. Vous voyez le texte ancien qui apparaît à l'intérieur, ça a été repétri et on a une tablette qui aurait dû servir à fabriquer un nouveau texte, mais qui n'est pas là. La troisième catégorie de textes qui nous manque, ce sont les textes malheureusement diplomatiques. Et M. Kuiper, lorsqu'il a édité les textes, la correspondance des rois à Zimrilim, a constaté qu'il y avait des manques considérables. Il manquait toute la correspondance avec Babylone, toute la correspondance avec Katna, toute la correspondance avec Alep, etc. Et il ne faut pas être très malveillant pour imaginer que si pendant un an, les troupes babyloniennes ont occupé le palais de Marie, eh bien, elles se sont occupées en regardant un peu ce qu'il y avait dans les archives. Et il y a eu, comme les archives étaient assez bien organisées, on en a fait des lots qui sont partis pour Babylone. Et à l'heure actuelle, on pense que les archives diplomatiques de Marie se retrouvent à Babylone. Comme Babylone d'Hammurabi se trouve sous la nappe phréatique, nous ne sommes certainement pas prêts de les réavoir. Et puis, il y a une troisième sorte, c'est qu'on se rend compte à l'heure actuelle qu'il y a toute une série de textes qui, une fois qu'ils étaient lus à Marie, étaient réexpédiés. On les renvoyait. Et vous voyez ici un codicille sur une lettre. Tzidkoum Lanassi est un homme très important du côté de Carchemish, tout à fait dans le nord. Yassim Soumou est son équivalent à Marie. Eh bien, une lettre envoyée par le Premier ministre de Carchemish au Premier ministre de Marie se termine par « Cette tablette est la copie d'une tablette de Tzidkoum Lanassi, vu que la tablette qu'il avait envoyée a été retournée à Tzidkoum Lanassi. » Il a demandé qu'on lui renvoie sa lettre. Bon. Alors, tout cela, naturellement, c'est extrêmement gênant pour nous parce que ça fait des trous dans la documentation. Ce que je voudrais regarder avec vous maintenant, c'est la question de la limitation de l'écrit dans l'information. On considère que Marie est un miracle parce qu'il y a plus de 20 000 tablettes. Le chiffre varie entre 15 000 ou 25 000 selon qu'on regarde des tablettes qui sont restaurées ou pas restaurées, des sont de fragments ou d'entités complètes. Et on considère que Marie est un dépôt d'archives absolument fantastique. On se rend compte que l'écrit est multiplié sur place, mais qu'il a moins d'importance qu'on ne le croit. Tout particulièrement, notre ami Jack Sasson s'est rendu compte, après de patientes lectures et de patients examens, que les grands comptes rendus administratifs n'étaient pas faits du tout, comme on pouvait le croire, par la consultation des documents quotidiens. C'est-à-dire, si vous faites un document sur un mois ou sur une année,
vous n'allez pas voir les originaux, mais vous le faites quasiment de mémoire. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est de se rendre compte que le document administratif, en réalité, est simplement un quitus qui est donné à un fonctionnaire pour assurer que sa gestion a été bonne, mais qu'une fois que le quitus a été fait, eh bien, quand on fait le récapitulatif des comptes, on ne s'en sert plus. Et ça, c'est un premier point qui nous amène à repenser absolument tout l'aspect administratif. L'administration de Marie ne peut plus être faite simplement par l'accumulation des petits comptes les uns après les autres. Et dans les textes de Marie, très souvent, on voit arriver cette phrase: j'ai envoyé un message au moins à 2 reprises à Monseigneur, ou alors à 3 reprises, ou à 4 reprises, ou à 10 reprises, et je n'ai pas eu de réponse. Alors, lorsque on a la charge d'éditer les textes, naturellement, on les regroupe par dossier, et eh bien, les lettres dont le fonctionnaire parle n'existent pas. Elles n'existent pas. Et on a une lettre qui prétend qu'il a écrit plusieurs fois au roi, et on se demande, mais où sont passées ces lettres? Et on se rend compte, en réalité, qu'il y a quelque chose qui est trop rapide dans notre façon de voir. Alors, si vous regardez effectivement en hébreu, le Kohler Baumgartner, j'imagine qu'à l'heure actuelle, vous savez tellement bien l'hébreu que vous ne le consultez plus, c'est pour ça que je vous le cite. Eh bien, quand vous regardez au tome 2, page 766-767, la racine qui signifie SFR est tout entière concerne la notion de écrit. L'hébreu Sefer signifie l'inscription à la lettre ou l'écriture. Ça, c'est la traduction de l'allemand. Hein. Je n'ai rien à rajouter à ce qui a été dit. Le Sofer, ça signifie le scribe, le secrétaire ou le scribe du roi. Et ce n'est que le verbe lui-même qui, au Piel, convoie aussi la notion de faire connaître ou de rapporter. Et il est bien évident que le terme de chaparoum, qui est étroitement apparenté à SFR, à la racine SFR en hébreu, ça signifie bien envoyer un message, mais ce message, est-il écrit ou est-il oral? Voilà le problème. Et quand vous traduisez chaparoum, j'ai envoyé une lettre, c'est en réalité un hébraïsme. Et il n'est pas sûr du tout que, quand il dit j'ai écrit jusqu'à 10 fois à Monseigneur, eh bien, il fait chercher les documents dans les archives. Et à l'heure actuelle, je suis persuadé que le chaparoum, ça signifie envoyer un message qui peut être écrit ou qui peut être oral. Et c'est ça la grande difficulté, naturellement, pour faire après le point sur nos archives. Vous me direz, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est bien évident que écrire, alors il y a des gens qui peuvent penser que écrire jusqu'à 10 fois au roi, c'est une façon de dire. C'est une façon de dire, c'est une insolence. Et à l'époque, il n'est pas bon d'être insolent envers les gens puissants. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas encore, n'est-ce pas? Et il faut interpréter cela en fonction de ce que l'on sait des us et coutumes du palais de Marie. À la porte du palais de Marie, eh bien, il y a des administrateurs qui sont là pour recevoir les nouvelles ou pour empêcher les nouvelles de rentrer. Et quand vous avez quelqu'un qui vous dit « j'ai envoyé 2 à 3 messages à Monseigneur », il faut comprendre que ce sont des messages oraux et que le texte écrit représente une espèce de dramatisation de la communication. Et que vous avez à ce moment-là affaire à ce que nous appellerions mutatis mutandis, comme on dit, hein, à une lettre recommandée avec accusé de réception.
on se décide à envoyer un message par écrit au roi, c'est qu'on se rend compte qu'en réalité, les autres ont été arrêtés. Et on a à l'heure actuelle énormément de documentation montrant que le roi, contrairement à ce que l'on répète à l'heure actuelle, n'était pas d'un accès facile. Parce qu'il y avait des gens qui veillaient sur sa tranquillité ou sur leurs propres intérêts. Ça naturellement, ça dépend de la malveillance du commentateur, moderne, bien sûr. Et on a à l'heure actuelle un texte extrêmement célèbre chez nous, qui est celui qui a été édité par Dominique Charpin et qui s'intitule « Les malheurs d'un scribe ou de l'inutilité du sumérien ». Le texte complet, c'est naturellement loin de Nippur, hein, le sumérien étant une chose essentielle pour la Mésopotamie. Or, ce que nous savons à l'heure actuelle, c'est que ce document si important qui attire la bienveillance du roi sur les capacités d'un scribe à comprendre le sumérien et l'akkadien, se trouvait en réalité archivé salle 161, c'est-à-dire tout à fait à l'entrée du palais. Et à l'heure actuelle, Dominique a fait un article absolument magnifique à ce sujet, mais la question qui se pose est de savoir, est-ce que le roi de Mari a eu jamais connaissance de ce document? Il est possible que non. Et qu'on a considéré qu'on le gardait parce que c'était l'homme, les administrateurs avaient comme but de garder les textes par respect pour les textes, mais il n'est pas sûr du tout qu'il soit entré jusqu'au roi, parce qu'on ne voit pas tout à fait ce que le roi y réfère dans les bureaux de réception du courrier. Il y a d'autres exemples qui montrent que les lettres sont arrêtées. Voici par exemple deux exemples de plaintes de fonctionnaires que je prends dans le prochain volume des archives royales de Marie qui est en cours d'élaboration. Quelqu'un qui écrit au roi lui disant « Pourquoi, lorsque je fais porter chez mon seigneur une tablette sur une situation problématique, ne donne-t-on pas au messager au sujet de cette situation que j'expose une tablette pour moi de la part de mon seigneur ?» C'est-à-dire, ça montre bien que entre le roi et celui qui écrit, il y a des gens qui se chargent de la rédaction des tablettes. Et une deuxième tablette qui est beaucoup plus grave, est une tablette qui vient de Khali Radoun. Khali Radoun n'est pas n'importe qui, c'est une personnalité extrêmement importante du royaume. Et regardez ce qu'il écrit. Il a été envoyé en mission dans le nord de la Mésopotamie, à un moment absolument dramatique pour la vie politique et militaire de Marie, et il écrit « Des tablettes de moi se succèdent chez mon Seigneur. Il faut penser que les nouvelles que j'envoie, on ne les apporte pas à mon Seigneur. Parmi les tablettes de moi que depuis l'origine de ma mission j'ai fait porter chez mon Seigneur, pas une seule réponse à une tablette de moi ne m'est parvenue au pays. » Et la suite de la lettre, c'est une très très longue lettre, je ne peux vous en citer qu'une partie. La suite de la lettre est absolument éclairante. Il y a quelqu'un localement, en l'occurrence le gouverneur de la ville de Katunan, qui devrait servir de relais entre l'homme qui est en mission dans le nord et le roi de Marie, et il est accusé nommément de bloquer le courrier et d'empêcher qu'il arrive jusqu'à la capitale. La lettre A998 a été une des rares que Khali Radoun a dû faire ce qu'il fallait pour cela, une des rares à pouvoir arriver jusqu'à la capitale. Et c'est ça qui est absolument important pour nous, c'est que non seulement l'écrit est une dramatisation du message qui est envoyé au roi, mais en plus, il est nécessaire, et on s'attend, en tout cas, à ce qu'il y ait une réponse. Un écrit ne peut pas être considéré comme quelque chose de
dont on peut faire l'économie. Alors, d'où vient l'information? Eh bien, l'information que les gouverneurs envoient au roi, toute l'information est orale. Les deux termes qui reviennent sans cesse dans les textes, ce sont les termes de tukum, c'est-à-dire les bruits qui circulent, ou bien ina aritia, autour de moi. Alors, il ne faut pas croire que ce sont des sources non nommées, parce que quand vous avez des tukum ou des ina aritia, on vous donne les noms des gens qui disent des choses de ce genre. Donc, en réalité, ce n'est pas des on-dit anonymes, c'est des paroles prononcées par des gens. Éventuellement, il y a des enquêtes pour savoir si ce qu'on leur raconte, ce sont des bobards ou des véritables informations. Bon. Mais l'information est tout entière orale, et c'est celle qui est émise par écrit. Or, ce qui est absolument important, c'est que quand quelqu'un a quelque chose apporte une nouvelle vraiment importante au gouverneur et que le gouverneur juge qu'il faut la transmettre au roi, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait, à l'intention du roi ou de son administration, un résumé de l'information. Il raconte en gros ce qui se passe et il envoie l'informateur avec la tablette. Et le roi a comme travail d'interroger celui qui arrive pour savoir de quoi il retourne. C'est-à-dire que vous savez par la lettre, en gros, ce dont on parle, vous savez quel est le sujet, vous savez ce qui se passe, mais tous les détails, eh bien, c'est le roi qui, par son don de questionnement, pourra tirer les informations de celui qu'on lui envoie. Et naturellement, à l'heure actuelle, nous ne savons plus que le résumé. Parce que quand l'homme est mis à la question par le roi dans son cabinet de travail, eh bien, nous ne savons absolument pas ce qui se passe. Il n'y a personne pour tenir des minutes de ce qui se passe, ou de chroniqueurs qui racontent ce que le roi a posé comme question et quelles les réponses qui ont été données. Et il y a des cours où cela se passe, il y a des administrations où cela se passe, il y a des époques où cela se passe, mais ce n'est pas Saint-Marie. Alors, notre chance à nous, et heureusement ça arrive assez souvent, c'est lorsqu'il s'est passé quelque chose de particulièrement grave et que le gouverneur local se doit d'en informer le roi, mais qu'il ne veut pas qu'il y ait trop de publicité. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le gouverneur prend le calame lui-même et écrit au roi. On s'en rend compte tout de suite. On s'en rend compte tout de suite parce que le texte est écrit en dépit du bon sens. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas rédigé. Il revient, il écrit comme on dit à l'heure actuelle, mais c'est toujours bon, il écrit comme il cause. Hein? Alors, il tourne en rond, il revient sur le sujet, on voit que manifestement, il y a des difficultés pour raconter cela, et puis en plus, il fait des fautes d'orthographe. Et les fautes d'orthographe de l'époque, c'est d'employer les mauvais signes. C'est-à-dire qu'il n'emploie pas les signes qu'il faut parce qu'il y a une orthographe cuniforme. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais en réalité, il y en a une. Et on voit tout de suite qu'il y a un problème. Là où ça devient absolument criant, c'est quand une des filles du roi de Marie, qui a été mariée à un vassal du Nord, a à se plaindre de son mari. Il est bien évident qu'on ne passe pas par les scribes officiels pour écrire au roi de Marie, pour se plaindre du roi local. La princesse écrit par elle-même. Alors, on sait que, par la même occasion, que les femmes savent écrire à l'époque. Ça fait partie de l'éducation des femmes, quoique, malgré ce que l'on peut raconter. Mais quand on voit le résultat misérable, il faut arriver à prononcer la lettre à voix haute pour savoir de quoi on parle. Parce que par écrit, si vous regardez simplement la lettre, eh bien, ce n'est pas comme c'est pas bon. On ne comprend plus rien. Et c'est chez nous, en imaginant le sens
Vénoff est arrivé à savoir en gros de quoi on parlait, et donc il disait donc tel signe doit avoir telle valeur, etc. Et par la même occasion, on est arrivé à déchiffrer la lettre. Lorsque une lettre part de Marie, eh bien, nous avons des documents extrêmement précieux à notre disposition qu'on appelle des mémorandums. Ils ont tous été édités par Francis Johannes dans ARM 23 et dans les mélanges de Maurice Biraud. Et ils se présentent comme des documents préparatoires à la rédaction de la lettre. Alors ça, c'est extrêmement important, mais les regarder de façon trop précise aurait été trop technique, parce que ce n'est vraiment... ce sont des gourmandises d'assyriologues et pas pour les gens qui sont intéressés uniquement par l'histoire du Proche-Orient. Il y a en gros l'information, on écrit à telle personne. Bon. Et puis, de temps à autre, il y a une phrase extrêmement précise qui est écrite. Et manifestement, c'est le point sur lequel le Conseil du roi a dû réfléchir. On s'est décidé pour la formulation d'une phrase à envoyer dans la lettre. Et c'est là que l'on voit, d'une façon assez claire, la façon dont une lettre de Marie est rédigée. Les gens ont une information à transmettre, ils savent comment rédiger une lettre, mais sur les points précis, on leur dit ce qu'il faut qu'ils disent. Et il y a la formule dont ils ne doivent pas s'écarter. Alors, le scribe, c'est ça qui est extrêmement important, n'est pas uniquement un scripteur comme on le croit, mais c'est aussi un rédacteur. Et contrairement à la littérature moderne, il écrit pour faciliter la lecture. Chaque fois que l'on a une lettre de Marie qui s'écarte de ce que je vais vous raconter là, eh bien, l'éditeur a à l'heure actuelle des problèmes très graves. Toutes les lettres débutent par Hachum, ensuite il y a Umma pour introduire le discours, Anitam Kaboum pour indiquer la fin du discours, et cela équivaut à des signes de ponctuation. C'est-à-dire que et d'autre part, il y a des questions de mise en page extrêmement claires qui sont respectées. Le monde de la parole est d'une importance considérable dans cette société. Tout le monde de la politique est régi non pas par des règles écrites, mais par la convenance du moment. Et toutes les décisions sont prises après des réunions dans lesquelles il y a des décisions qui sont adoptées d'un commun accord. Un autre point très important, c'est que l'ambassadeur est l'incarnation du roi qu'il envoie. Le roi n'envoie pas une lettre, comme Assurbanipal pourrait le faire aux Babyloniens, par exemple, mais il envoie des gens qui vont parler et qui le représentent lui-même. Alors, voici par exemple un proverbe qui revient plusieurs fois dans les lettres de Marie. Un messager habile instaure la paix entre les États. Il est bien évident que le messager, s'il est habile, il ne doit pas se contenter uniquement d'apporter une lettre ou de la lire. Il doit, comme on dit encore à l'heure actuelle, savoir comment parler, comment présenter les choses. Et nous disons tout particulièrement que la façon de dire les choses, quelquefois, est plus importante que ce qui est dit. C'est déjà ce qui est vu à l'époque. Alors, les ambassadeurs représentent tellement bien le roi que si des ambassadeurs de l'empereur des Lames arrivent dans le Nord, eh bien, les rois du Nord doivent se prosterner devant lui, comme s'ils étaient devant l'empereur. Lorsque un messager vient de la part de la divinité, il vous dit « Je suis Shamash, je suis Ashtar ».
Il ne vous dit pas qu'il vient de la part d'Eshtar ou de la part de Shamash. Il est la divinité. Le roi d'Alep envoie un ambassadeur au roi de Marée en lui disant « Il est comme moi, donc il ne doit pas se prosterner devant toi ». Et on voit très bien qu'à ce moment-là, les ambassadeurs ne sont pas simplement des gens qui convoient des messages, mais ils sont réellement les substituts de la divinité du roi. Alors, dans cette civilisation, naturellement, à la différence des archives babyloniennes qui sont consultables par le roi à l'heure actuelle, et ce qui montre bien que la notion d'écriture est une notion irakienne ancienne, mais qui n'est pas à Mari. À Mari, il n'y a pas d'archives que l'on consulte. On entasse des tablettes, éventuellement dans un coin, on les met dans des sacs, mais ce qui en tient lieu, ce sont ces gens qu'on appelle des mehroum, c'est-à-dire des chefs de pâture. Et ils sont, en quelque sorte, la mémoire vivante que l'on peut consulter. On ne consulte jamais des archives, on consulte toujours des gens. Et ce sont eux qui rappellent au roi la façon dont il faut se conduire, avec toujours des rappels sans mention de date, mais on vous dit toujours, on a toujours fait comme ça. Et naturellement, le fait que qu'on l'ait fait comme ça vaut la consultation que peut dire Hammurabi de Babylone, du temps de mon grand-père, j'ai regardé les tablettes et voici ce qu'on faisait, ce qu'on ne faisait pas, etc. Ça, c'est une façon mésopotamienne de faire, et ce n'est pas la façon mariotte de faire. Alors, en conclusion, pour montrer à quel point la situation est difficile à apprécier, on va regarder du côté des devins ou du côté de la religion. Le devin mésopotamien, le devin babylonien s'appuie souvent sur un texte de référence écrite. À Mari, ces références écrites n'existent pas, mais il est très facile de voir qu'il y a des références mémorisées. Le devin a dans sa tête toute une série de choses auxquelles il fait référence. Seulement, le devin a besoin d'avoir à côté de lui un amplificateur de ce qu'il dit. C'est l'apilum, celui que l'on traduit rapidement par prophète. Mais alors que ce n'est pas un prophète, c'est un commentateur. Seulement, ce commentateur a lui-même besoin d'un scribe exact, le texte dit Natsrum, pour transmettre au roi la teneur de la prophétie qu'il a proférée. Et en conclusion, vous voyez ce que l'on a, l'apilum est un rédacteur, dans la mesure où il génère un texte grâce à l'inspiration divine par rapport à ce que le devin répond par oui ou par non, mais ce n'est pas en même temps un scripteur, il a besoin d'avoir quelqu'un. Alors, voilà la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire que à la fois, il y a l'écrit, on n'en a pas besoin parce que c'est une civilisation tout à fait tout orale. De l'autre côté, cette oralité génère absolument un texte, et heureusement pour nous, parce que si nous n'avions pas de texte, eh bien, je ne serais pas là pour vous parler de tous ces mystères de Marie.